Ce livre m'a complètement anéanti. Sincèrement, je crois que je suis pas encore remis. On parle bien de En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau? Oui, exactement. Et aujourd'hui, on va vraiment plonger au cœur d'un amour absolu, dans la psychologie d'une famille qui a décidé de faire la guerre à la réalité. C'est une histoire. Vertigineuse. C'est le mot. Au centre de tout, il y a la mer. Un pur feu follet, solaire, imprévisible. Et c'est elle qui mène le bal. Ah oui, Et on n'a pas le temps de respirer, hein. Dès la première page, on est jeté au milieu de la fête, des cocktails, de la musique. qui tourne en boucle. C'est ça. C'est une célébration de la vie, qui danse frénétiquement pour pas voir la mort qui approche. Une fête perpétuelle, qui cache un compte à rebours, tragique. C'est complètement fou, n'est-ce pas? Et tout ça se déroule sous le regard émerveillé et totalement complice de leur fils. Alors, pour commencer, il faut peut-être planter le décor. Oui, On est dans un grand appartement parisien. Enfin, un appartement, ça ressemble plus à une salle de bal permanente. c'est exactement ça. L'ambiance, c'est la fête, tout le temps. Le temps n'existe pas, les règles non plus. On boit des cocktails au petit déjeuner, les amis débarquent à n'importe quelle heure. C'est un chaos joyeux. Voilà, un chaos joyeux et orchestré. Mais c'est plus que du chaos, c'est une philosophie en fait. C'est un rejet actif du monde réel. Le courrier par exemple, Ah, le courrier. il n'est jamais ouvert. Jamais. Il s'empile dans une pièce, ça forme une montagne de factures, de rappels, de liens avec cette réalité qu'il refuse. Et l'école pour le fils, c'est pareil. Une suggestion, une option lointaine. La vraie vie, c'est là, dans l'appartement. Et au centre de ce tourbillon, il y a ce tourne-disque qui joue encore et encore. Toujours la même chanson. Toujours. Mr. Bojangles de Nina Simone. Et cette chanson, c'est la clé de tout. Ce n'est pas juste une musique de fond. Non, non. C'est leur hymne. C'est leur hymne. Et c'est une métaphore d'une tristesse infinie. La chanson, elle raconte l'histoire d'un vieux danseur de claquettes, rencontré en prison, qui danse pour masquer sa douleur. La perte de son chien, la ruine de sa vie. Exactement. Il danse pour ne pas pleurer. Et la mère, elle danse tout le temps. C'est sa seule façon d'être au monde. C'est ça. Comme Mr. Bojangles, elle est enfermée. Pas dans une cellule de prison, mais dans sa propre maladie mentale. Sa prison intérieure. Et la danse, la fête, les rires, Tout ça, c'est son échappatoire. C'est une sorte d'armure de joie pour se protéger de l'effondrement qui la guette. Du coup, la chanson, c'est pas une célébration, c'est un cri de désespoir déguisé en pas de danse. ce qui est fascinant, c'est qu'elle n'est pas seule à entretenir cette illusion. Les deux hommes de sa vie, son mari et son fils, sont les gardiens de ce temple. Tout à fait. Parlons d'elle, de cette mère. Elle est insaisissable. Littéralement. Elle n'a même pas de prénom fixe. Non, son mari lui en invente un nouveau chaque jour. Un jour, c'est Marguerite, le lendemain, Georgette, puis Colette. ce qui est une façon de dire qu'elle n'est jamais la même personne. Elle est pure fluidité, pur fantasme, elle se réinvente sans arrêt pour échapper à ce qu'elle est, ou à ce que la maladie fait d'elle. Et elle exige des autres qu'ils participent à ce mensonge. Il y a cette phrase qui est le cœur du roman qu'elle dit à son fils. Ah oui, je vois laquelle. Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire. Vous mentez si bien, ce serait dommage de vous en priver. C'est un contrat? C'est un contrat, exactement. Elle ne veut pas la vérité. Elle veut la beauté, même si cette beauté, c'est une fabrication totale. Et si elle est la reine de ce royaume, le père, Georges, en est l'architecte, le metteur en scène. Et c'est là qu'on touche à toute l'ambiguïté du personnage. Oui, D'un côté, on a un homme éperdument amoureux, d'une dévotion absolue. Il a juré de maintenir cette fête en vie, quoi qu'il en coûte. il dit lui-même qu'il doit lui donner les moyens de vivre ses démences. Voilà. Mais je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce qu'il est un héros romantique ou un complice terriblement dangereux? Est-ce qu'il la protège vraiment? Ou est-ce qu'il s'enferme avec elle dans une illusion qui les coupe de toute aide? C'est ça. C'est toute la question et le livre refuse de donner une réponse simple. D'un côté, son amour est magnifique. Il construit des remparts de poésie autour d'elle. Mais de l'autre, en refusant de nommer la maladie, Refusant de la voir comme une malade. il lui refuse peut-être la possibilité d'être soignée. Il protège l'idée qu'il se fait d'elle, cette femme faite, peut-être plus qu'il ne protège la femme elle-même. C'est un amour qui est à la fois sublime et potentiellement égoïste. Et cette tension, elle est rendue incroyablement palpable par la structure du livre. C'est là où le génie de l'auteur Olivier Bourdeau éclate. Il alterne deux voix, d'abord celle de l'enfant, Oui, pour lui,
tout est normal. Pour lui, tout est un jeu. Ses parents sont des êtres excentriques, merveilleux. Il ne voit pas la folie, il voit de la magie. Sa narration est légère, poétique. C'est un conte de fées. Et puis soudain, la narration bascule. Oui, on a des extraits des carnets du père, Georges. Et là, le ton, il change radicalement. Le style devient sec, lucide, presque clinique. On comprend qu'il est parfaitement conscient de la situation. Totalement. De la dégradation de l'état de sa femme. Il écrit des phrases courtes, empreintes d'une angoisse sourde. On sent le poids de l'effort monumental qu'il fait chaque jour pour que la fête continue. Ce contraste est vertigineux. Complètement. Ça nous montre la fissure entre l'illusion et la réalité. Et bien sûr, cette fissure, elle finit par craquer. Cette bulle ne pouvait pas tenir éternellement. Un jour, la réalité frappe à la porte. Et je crois savoir comment. Littéralement, oui. Sous la forme d'un inspecteur des impôts, forcément quand on n'ouvre jamais son courrier pendant des années. C'est le premier grain de sable. C'est l'intrusion du monde extérieur, avec ses règles, ses chiffres, sa logique. Implacable. C'est tout ce qu'ils ont passé leur vie à fuir. Et pour la mère, cette confrontation est insupportable. C'est le point de bascule. C'est là que tout change. Quand j'ai lu ce passage, mon cœur s'est arrêté. La folie, qui était jusque-là douce, poétique, charmante, devient soudainement sombre, terrifiante. Elle met le feu. Oui. Pour se débarrasser des preuves, des papiers, elle met le feu à l'appartement. L'incendie n'est plus une métaphore. Le jeu est terminé. On réalise brutalement que ce n'est plus une fantaisie, c'est une maladie dangereuse. Mais ce qui est incroyable, c'est la réaction du père et du fils. Même après ça, leur mission, elle ne change pas d'un iota. Non. Il ne la voit toujours pas comme une malade qu'il faut soigner. Il la voit comme une victime qu'il faut protéger. Protéger de qui? De la normalité. Des médecins, des institutions, de ce monde froid et rationnel qui veut l'enfermer et la réparer. Du coup, l'hôpital psychiatrique devient l'ennemi absolu. Ce n'est pas un lieu de soins, c'est une prison. C'est la Bastille à prendre. Et ils vont essayer d'y appliquer leur propre logique folle. Ils tentent de transformer l'hôpital en une nouvelle scène pour leur spectacle. Elle organise des bals avec les autres patients. Elle devient la reine de l'asile. Ils essaient désespérément d'imposer leur fantaisie sur la réalité la plus stérile qui soit. Mais cette fois, les murs sont bien réels. L'enfermement n'est plus une métaphore. Exactement. Pour le père, c'est insupportable. Il ne peut pas la laisser là. Alors il décide de monter l'opération la plus folle de toutes. Son enlèvement. Son enlèvement de l'hôpital, oui, avec la complicité de son fils. Ça devient un film d'aventure, une évasion rocambolesque. Il transforme la fuite en un dernier grand mensonge magnifique. C'est leur chef-d'œuvre. C'est exactement ça. Ils s'échappent et prennent la route vers l'Espagne, vers un vieux château qu'ils avaient acheté des années avant sur un coup de tête. Et pour que la magie opère jusqu'au bout, Le père se déguise en chauffeur, la mère joue le rôle d'une star de cinéma américaine en cavale, et le fils est son complice. C'est l'ultime tentative de maintenir leur rêve en vie. de faire de leur vie un roman jusqu'à la dernière ligne. Mais ça soulève une question terrible. Dans ce qui semble être leur plus grand acte de liberté, est-ce qu'ils ne sont pas en train de s'enfermer définitivement? C'est le paradoxe final. Ils ont réussi à fuir le monde réel, les médecins, la police, les impôts. Mais ils ne peuvent pas fuir la maladie. Non. Enfermés dans ce château isolé en Espagne, loin de tout, la fête commence à s'essouffler. La musique de Nina Simone ne suffit plus à couvrir le silence. Le père a épuisé tous ses tours des magies. Il n'y a plus d'histoire à inventer. Le compte à rebours tragique dont on parlait au début. On le sent s'accélérer de façon insoutenable. Oui. Le père, qui a été le grand metteur en scène, l'architecte de ce monde, se retrouve face au vide. Il a réussi à transformer leur vie en une œuvre d'art, mais il arrive à la dernière page. Et il est face à un choix impossible. Un choix que l'amour lui dicte, mais que la morale réprouve. Il n'y a plus d'échappatoire. Le père a tout sacrifié pour que leur vie soit une danse sans fin, un roman magnifique. Mais que se passe-t-il quand la musique s'arrête vraiment? Jusqu'où peut-on, jusqu'où doit-on aller par amour pour protéger quelqu'un de la réalité? Et la question la plus douloureuse, en faisant ça, est-ce qu'on le sauve ou est-ce qu'on le condamne? Pour connaître la fin de cette danse, il n'y a pas d'autre choix que de lire le livre. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube
pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.